bienvenue à la nuit du Big Bang au Big Band. Nous accueillons Alice et Jérôme qui vont peut-être se présenter. Alice. J'y vais. Hein. Donc moi je suis Alice Aléantopani et je suis enseignante-chercheuse sur l'université Paris-Saclay et je travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale et je travaille sur le retour d'échantillons extraterrestres et puis les météorites en général. Jérôme. Donc moi je m'appelle Jérôme Aléon, je suis chercheur CNRS à l'IMPMC, l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et comme Alice, je travaille sur les météorites, sur les plus vieux fragments de la formation planétaire du système solaire et sur les retours d'échantillons extraterrestres sur Terre. Donc nous avons un Parisien et une Orcéenne. Voilà, ouais. Vous réunissez la science de l'Île-de-France. Et donc vous allez nous parler de météorites. Et donc je vous laisse pour ces belles démonstrations et tous ces beaux aspects avec des beaux échantillons que vous allez nous faire découvrir. Voilà. Donc je vous laisse. Ouais. À toutes. Alors aujourd'hui, on va parler de météorites, de ce que sont les météorites. On va vous parler un petit peu de la science qu'on peut faire avec ces météorites, de ce qu'on apprend en fait en étudiant les météorites. Et puis on vous parlera un petit peu de missions spatiales, de retour d'échantillons extraterrestres sur Terre. On va commencer par parler du système solaire. Donc sur ce drap là, on a représenté le système solaire. Alors on a notre Soleil, on a nos 4 planètes du système solaire interne, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On a dans le système solaire externe, on a Jupiter, Saturne avec ses anneaux, et puis on a Uranus et Neptune qu'on n'a pas pu placer sur notre drap parce que c'est une maquette à l'échelle. Et donc Uranus et Neptune, ils auraient dû être à plusieurs mètres du système solaire, donc à l'extérieur du drap. Donc on les a juste mis à l'extérieur là-bas. Alors les traits blancs en fait représentent les orbites de chaque planète autour du Soleil. Alors on a ces 8 gros corps planétaires dans notre système solaire, mais on a aussi un tas d'autres corps, petits corps, et il y en a une grande partie qui se trouve dans cette ceinture, ici, dont l'orbite se trouve entre Mars et Jupiter. Et dans cette ceinture, en fait, c'est là où on va trouver les astéroïdes. Alors, on va vous montrer... Quelques photos d'astéroïdes qui ont été prises par des sondes spatiales. Donc là, on vous montre une image où vous pouvez voir que les astéroïdes sont des objets qui sont pas nécessairement sphériques, ils ont des formes qui sont un peu patatoïdales, avec des surfaces qui sont constellées de cratères d'impact, et ils ont des tailles qui font entre quelques centaines de mètres, et puis le plus gros c'est l'astéroïde Cérès qui fait 1000 km de diamètre, et par comparaison le rayon de la Terre il fait 6400 km, et le rayon de la Lune fait 1700 km. Alors, ces astéroïdes, donc les plus gros, ils ont une orbite assez stable autour du Soleil, et donc ils vont tourner tranquillement autour du Soleil, mais les petits et les plus petits astéroïdes ont une orbite qui est assez instable, due à divers processus, et ils peuvent tomber dans ce qu'on appelle des zones de résonance. Ce sont des zones particulières de cette ceinture d'astéroïdes. Une fois qu'ils sont dedans, ils ne peuvent pas y rester et ils sont injectés dans le système solaire interne. Donc ils vont y rester avec des orbites assez chaotiques pendant 1 à une centaine de millions d'années. Et puis ils vont un jour, ils peuvent croiser l'orbite de la Terre. Alors voilà, une fois qu'ils croisent l'orbite de la Terre, ils vont entrer dans l'atmosphère terrestre et puis ils vont venir jusqu'à la surface terrestre. Et donc ces petits fragments d'astéroïdes, ça devient nos météorites. Donc voilà ce que c'est qu'une météorite. C'est donc un fragment d'astéroïde et c'est un caillou. Qu'est-ce que c'est qu'une météorite? C'est un caillou en fait qui n'est pas très différent des roches de la Terre. Elle est constituée de minéraux, certains sont même très courants sur Terre, et elle est constituée des éléments chimiques qu'on trouve partout sur la Terre. Donc on se pose la question de savoir comment on peut reconnaître une météorite.
propriété d'une météorite, c'est comme c'est un fragment d'astéroïde qui arrive sur Terre avec une vitesse très élevée, qui est de l'ordre de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres par seconde, eh bien, le fragment d'astéroïde va frotter très fort contre les molécules de l'atmosphère, il va s'échauffer, et jusqu'à des températures qui vont jusqu'à 1500, 2000 degrés, et ce faisant, eh bien, il va émettre de la lumière et il va fondre partiellement. Donc on peut vous montrer par exemple une image on va la passer, ouais. Voilà. Donc là c'est une traînée en fait qui a été laissée par une météorite. Et puis on voit la boule de feu dont tu parlais en fait qui est à l'extrémité de cette traînée. Voilà. Donc le résultat c'est comme cette roche fond, eh bien, elle va arriver au sol, il y en a une partie qui est fondue. Alors cette partie est très fine, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que l'essentiel de la matière fondue est éjecté par les frottements. Et donc là, vous avez une météorite en coupe, et en fait, elle a cette pellicule fondue qu'on appelle une croûte de fusion, qui est lisse, qui présente des vagues à sa surface, en fait des petites ondulations comme des vagues. Et cette pellicule est en fait très très fine. L'essentiel de la météorite est froide en arrivant au sol, mais elle a cette pellicule qui fait moins d'1 millimètre d'épaisseur. Donc maintenant, on va vous montrer la vidéo de la chute de la météorite de Chelyabinsk. Donc c'est une vidéo qui a été faite par un amateur, quelqu'un qui était au volant de sa voiture en Russie et qui roulait tranquillement. Et vous allez voir arriver par le côté en haut à gauche de l'écran, le bolide, la boule de feu qui représente le fragment de roche en train de brûler. Donc voilà, là on le voit arriver et en fait elle fait de plus en plus de lumière au moment où elle s'échauffe et puis quand elle va arriver en fin de sa trajectoire dans les basses couches de l'atmosphère, elle va ralentir et donc là elle va refroidir avant d'arriver jusqu'au sol. Donc une autre façon, une autre caractéristique un peu propre aux météorites, c'est qu'elles contiennent du fer métal. Alors du fer métal, il y en a dans cette salle, sûrement dans les pieds de la chaise ou je sais pas dans ta montre. Et ça, c'est du fer métal qui a été extrait des roches par l'homme, parce que le fer dans les roches à la surface de la Terre, il existe lié à d'autres éléments chimiques, en particulier l'oxygène. Du fer métal, ça n'existe pas à la surface de la Terre à part s'il a été extrait par l'homme. Alors que dans les météorites, on en trouve directement sous forme de grains. Alors où se trouve le fer métal chez nous, dans la Terre? Alors on vous a fait une petite maquette de la Terre. Et donc la Terre elle a une structure qui ressemble à celle d'un abricot. Alors vous avez la peau en fait qui correspond, la peau d'abricot elle correspondrait à la croûte sur laquelle on marche. On parle souvent de tectonique des plaques associée à cette croûte. On a ce qu'on appelle la chair de l'abricot qui correspondrait à notre manteau terrestre. Et puis, on a un noyau, en fait, qui, dans le cas de la Terre, c'est un noyau métallique, fer-nickel. Et donc, vous voyez bien une structure en couche. Donc, tout le fer métal se trouve ici. Donc, en fait, au tout début de sa formation, on va en reparler, la Terre a été fondue et le fer métal, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd, a migré vers le centre de la Terre et donc a formé son noyau. Alors, je vais refermer ma terre. Donc là, si on fait bouger cette météorite, on voit des particules de fer métallique brillantes. On vous a mis aussi une image d'une autre tranche de météorite où, avec le flash de la photo, on voit très très bien les particules de fer métal. Alors, certaines météorites sont constituées uniquement de fer métal, donc c'est le cas de cette tranche ici. Et elles ont alors quand on dit du fer métal, c'est un alliage fer-nickel. Elles ont une propriété très particulière qu'on peut mettre en évidence en faisant une attaque acide de la surface du métal après l'avoir coupé. Donc ça, c'est une tranche. Et ça révèle une structure qui est liée aux cristaux de métal. Et cette structure s'appelle la structure les textures de Widmanstätten, du nom du métallurgiste qui l'a étudié le premier. Et en fait, donc on le voit, ça correspond en fait au plan dans les différents cristaux de métal. Et cette structure n'est formée que par des processus planétaires et ne peut pas être formée à la surface de la Terre. Elle est due à un refroidissement extrêmement lent, de l'ordre de quelques degrés par million d'années. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à la surface de la Terre et qu'on ne sait pas faire en laboratoire. Donc si vous avez un morceau de métal, vous faites une petite attaque acide et vous voyez apparaître ces figures, c'est forcément un morceau de météorite.
Alice vous a dit qu'on sait extraire le fer des roches actuellement dans les hauts fourneaux, mais avant l'âge du fer, dans l'Antiquité, on ne savait pas le faire, dans la préhistoire. Et donc dans les civilisations anciennes, le seul fer métallique qui était disponible, c'était le fer météoritique. Et un exemple spectaculaire, c'est la dague de Toutankhamon. Quand les archéologues ont ouvert le cercueil de Toutankhamon, ils ont trouvé un certain nombre d'objets précieux associés à la momie. Et parmi ces objets précieux, il y a une dague en fer. Et en fait, les analyses récentes ont montré que c'est du fer météoritique. C'était un objet qui était extrêmement précieux. Le fer, à ce moment-là, était plus rare que l'or à la surface de la Terre. Et le fait qu'il soit dans la momie de Toutankhamon montre bien que c'était un objet d'une très grande valeur qui était réservé au roi. Alors, on a quand même des cas en fait, de météorites qui ne sont pas si évidents que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une croûte de fusion qui vous aide à les reconnaître. Mais si on regarde, là, donc on a deux photos. Là, on a une photo de ce que nous on appelle une achondrite, donc d'une météorite. Et à côté, on a une photo d'une lave terrestre française, hein, alsacienne. Et on voit pas trop de différence. Hein. Donc il va falloir faire des analyses un peu plus poussées. On ne pourra pas facilement la reconnaître. Si elle tombe dans votre jardin, celle-là, à part s'il y a une croûte de fusion, ce sera difficile à reconnaître. Alors, des météorites, il en tombe. Il en tombe alors de diverses tailles. Alors, il en tombe à peu près 10 tonnes par an, qui ont des tailles de météorites qui ont des tailles comprises entre 2 mm et puis jusqu'à la taille d'un ballon de foot, quoi, en gros. Donc là, vous avez la photo, c'est une photo très célèbre, hein, en fait, d'une météorite qui est tombée sur une voiture américaine dans les années 80. Et donc, on voit en fait qu'elle a traversé le capot de la voiture. Alors, c'est une photo très célèbre. Pourquoi ? Parce que c'est très rare, en fait, qu'une météorite tombe et fasse des dégâts soit sur du matériel, soit ça n'a jamais tué un humain en fait. Donc cette voiture a été exposée à Paris lors de l'exposition là, qui s'est terminée il y a quelques mois, enfin maintenant il y a presque un an, au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, on en a des plus grosses, alors c'est moins courant, alors c'est des météorites qui vont avoir quelques dizaines de mètres de diamètre et quand en fait elles vont tomber sur Terre, elles vont creuser un cratère d'impact. Alors là, c'est le météore cratère qui se trouve en Arizona aux États-Unis. Donc de mémoire, donc il a à peu près 1,5 km de diamètre sur 200 mètres de profondeur. Et donc il a été causé en fait par l'impact d'une météorite de 45 mètres de diamètre. Donc c'est pas si gros que ça, mais par contre ça fait un gros cratère. Alors un peu encore plus gros, il y a des grosses météorites qui font quelques dizaines de kilomètres cette fois-là de diamètre. Alors heureusement c'est pas très courant. Et la plus célèbre, c'est celle en fait qui est liée en fait au cratère du Chicxulub, qui se trouve dans la péninsule du Yucatan au Mexique et qui est sûrement liée. Alors Sylvain Boulet vous en parlera sûrement plus, à la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Alors la photo qu'on voit là, c'est une photo, c'est une image en 3D du cratère. C'est une image en fausse couleur. Fausse couleur, ce cratère, il se trouve sous 600 mètres de sédiments, puisqu'il est vieux en fait. Depuis, il y a pas mal de sédiments qui se sont déposés dessus. Alors, je te laisse parler de donc ce type d'impact catastrophique, heureusement, c'est assez rare. Et pour ce type d'objet, la fréquence actuelle, c'est de l'ordre de 1 par 100 millions d'années. Mais on peut imaginer que si on remonte dans le temps, eh bien, on en est plus et on est même des impacts encore plus rares, mais avec des objets encore plus gros. Et effectivement, on pense que c'est arrivé dans la jeunesse de la Terre, que la Terre a été percutée par un objet qui avait à peu près la taille de Mars. Et la signature de cet événement, eh bien, c'est la Lune, puisqu'on pense actuellement que la Lune s'est formée à partir des débris d'une telle collision, alors que la Terre avait entre 30 et 50 millions d'années. Alors, à l'autre extrémité du spectre, on a aussi des toutes petites météorites, donc tout ce qui est plus petit que 2 mm, on appelle ça des micrométéorites, voire même des poussières interplanétaires pour les plus petites. Donc c'est la matière extraterrestre qui tombe le plus fréquemment à la surface de la Terre. Il en tombe 30 000 tonnes par an, soit à peu près 1 par mètre carré et par an. Et c'est ce qui nous donne nos étoiles filantes qu'on voit régulièrement dans le ciel en été. Et là, on vous a mis une image où on voit ce qu'on appelle une sphéroïde cosmique. Donc c'est une micrométéorite qui est complètement fondue. Vu au microscope électronique. Alors, juste après, en fait, donc en France, il en est tombé des météorites. Donc, on a mis la carte en fait de répartition
des météorites qui ont été trouvées sur le sol français. Alors il y en a quelques-unes de célèbres, hein. Il y a Orgueil qui se trouve dans le sud de la France. Donc la météorite, en fait, les météorites, on les nomme d'après le lieu où elles sont tombées. Donc c'est la météorite d'Orgueil qui est tombée dans un petit village du sud-ouest français qui s'appelle Orgueil. On vous en reparlera un petit peu après. Alors, la plupart des météorites que vous voyez sur cette carte, c'est des météorites qui, en fait, on a observé leur chute, et donc une fois qu'on les a vues tomber, on est allé les chercher. Il y a peu de météorites qu'on trouve facilement, comme ça, de façon fortuite dans son jardin, et je vais vous expliquer simplement pourquoi. Donc, si on prend une météorite et qu'on la pose sur un fond noir sans végétation, on la voit pas beaucoup. C'est sûr. Alors que si on la pose sur un fond blanc clair, on peut imaginer sans végétation, on la voit très très bien. Donc on va aller les chercher où? On va aller les chercher dans les déserts froids ou les déserts chauds. Donc voilà les solutions du quiz de tout à l'heure. Donc le premier échantillon qu'on vous a montré, c'est un échantillon de lave en coulée. C'est un basalte, donc c'est une roche qui est sombre, mais qui n'a pas les propriétés des météorites. Le deuxième échantillon, c'est encore une lave, mais c'est une lave un peu particulière parce qu'elle est entièrement vitreuse. C'est un morceau de verre en fait, donc il peut être de différentes couleurs. Celui-ci est noir et c'est ce qu'on appelle une obsidienne. Le troisième échantillon, si vous avez suivi l'exposé, vous l'avez reconnu, c'est une météorite avec une très belle croûte de fusion qu'on connaît très très bien. Le quatrième échantillon, c'est à nouveau un morceau de lave, mais cette fois, ce n'est pas une coulée, c'est une projection. Et on le voit, c'est relativement léger, c'est très bulleux en fait, et donc c'est encore un basalte. Le cinquième échantillon, c'est ce qu'on appelle, c'est une concrétion d'hématite. Donc l'hématite, c'est le minéral noir brillant qu'on voit ici, c'est un oxyde de fer, donc c'est quand même très lourd. Mais à la différence des météorites, c'est quelque chose qui se forme à la surface de la Terre en présence d'eau liquide. L'échantillon d'après, c'est à nouveau une des météorites qu'on vous a montré avec sa croûte de fusion, et puis là on voit bien l'intérieur avec le fer métal. Et puis ensuite, l'échantillon d'après, c'est un résidu de haut fourneau. Donc ça peut être confondu avec les météorites parce que ça peut avoir des parties fondues, ça peut contenir du métal, mais quand on regarde la texture en fait des parties fondues comme on voit ici, eh bien en fait ça ressemble pas du tout à une croûte de fusion de météorites. L'échantillon d'après, c'est juste un morceau de revêtement de route, c'est tout noir, c'est granuleux, mais voilà, c'est un morceau de revêtement de route et ce n'est pas une météorite. Et le dernier échantillon de roche, c'est ce qui est le plus souvent confondu avec des météorites. C'est un nodule de marcassite. La marcassite, c'est un minéral composé de fer et de soufre. Et c'est à nouveau quelque chose qui se forme à la surface de la Terre. Par exemple, on en trouve assez facilement dans le bassin parisien par interaction avec de l'eau liquide. Voilà. Élévation de Charles Baudelaire. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages et des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi, bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées, comme des alouettes, vers des cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes.